Bonjour, bienvenue au 6e épisode du podcast Les Semi-Colons. Je suis en compagnie de mon ami et collègue Nicolas Charretneau. Ça va bien, Nicolas? Ça va bien, toi? Ça va super bien, merci beaucoup. Je m'appelle Philippe Vaillancourt, je suis votre animateur pour aujourd'hui. Et aujourd'hui, on parle du chapitre 6, Objects and Data Structures. Les objets et les structures de données du livre Clean Code de Uncle Bob Martin. Et c'est un chapitre qui est court, mais moi je l'ai bien aimé. Il est puissant, il est lourd de sens. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, Nicolas? Moi, je trouvais ça intéressant parce que c'est quelque chose qu'on mélange beaucoup. Je pense quand on fait du développement Object Oriented ou OO, comme il dit souvent, on finit par être un peu dans un mode tout est un objet, tout est la même chose, mais il faut prendre le temps de bien séparer dans notre tête que c'est quoi un objet, c'est quoi une structure de données, puis quand est-ce d'utiliser une versus l'autre. Oui, puis comment c'est ça, comment pas mélanger les deux concepts aussi. On va revenir là-dessus dans notre examen du chapitre. Il commence le chapitre en parlant de la raison pour laquelle on emploie le data encapsulation, là, l'encapsulation de données, j'imagine, ou le data hiding, là, l'implementation hiding. Donc, on cache notre implémentation, on cache nos données. Puis, il dit que c'est parce qu'on veut avoir la possibilité, la liberté d'être capable de changer notre implémentation comme ça nous tente, quand ça nous tente. Si on met toutes nos variables publiques dans nos classes. Les gens qui utilisent nos classes, incluant nous-mêmes ailleurs dans notre code, on va se mettre à dépendre directement sur ces variables-là. On va connaître l'implémentation de la classe. On va se fier sur le fait que c'est implémenté d'une certaine façon. Puis là, si jamais un jour on veut changer des choses là-dedans, ben tout pète partout. Puis, c'est super couplé. Exactement. Fait que c'est l'idée principale. Là. Mais je pense que c'est la base de la programmation aussi. Tu sais, quand tu utilises des classes, c'est pour découper ton code, découper des concepts, Fait que tu veux pas te ramasser à avoir des couplages entre ton implémentation puis l'utilisation de ta classe ailleurs, là, tu sais. Puis je pense que en partant, on apprend peut-être pas à bien utiliser les interfaces au départ, mais l'interface c'est explicite là. Tu sais, juste le fait de lire une interface dans la plupart des langages, quand tu regardes ça, ça te dit pas aucune ligne de code, y a-t-il des propriétés, des fields, ça te dit rien là. C'est juste les signatures de fonctions. C'est ça. T'as pas besoin de savoir, là. Mets-toi de tes affaires, hein. C'est ça. Tout ce que t'as besoin de savoir, c'est que si tu casses ça, il va se passer ça. c'est un peu ça. Ben, en même temps, ça entre, là, dans le concept de l'abstraction. Tu sais, t'as pas besoin de savoir exactement, les 0 puis les 1 de l'ordinateur, là, pour appeler une fonction. Tu veux savoir, au niveau d'abstraction où tu es, qu'est-ce que la fonction va faire pour toi, qu'est-ce que la classe va faire pour toi. Il donne un exemple intéressant pour aider le lecteur là à faire la différence entre ce qu'on appelle un objet et ce qu'on pourrait appeler une structure de données. Alors, il donne l'exemple d'un point dans un système cartésien. Tu sais, un point avec une coordonnée x, y, par exemple. Fait que là, il commence par donner l'exemple où ça serait juste une structure de données, si on veut, ou est-ce que je suis peut-être un peu trop rapide là dans mon explication. Dans le fond, c'est plus cet exemple-là qui donne, c'est pas autant pour séparer juste structure de données versus objet, mais plus la différence entre une abstraction puis c'est ça. À ce point-ci, il parle vraiment de la différence entre les deux. Tu sais, il te montre une classe de type point où ce qu'on a un X puis un Y, puis on a l'interface de type point qui a les opérations sur cette structure de données-là, comme set cartésien ou set polar, pour être capable de setter d'un coup le point où c'est qui est placé, sans avoir à manipuler le X et le Y individuellement. Exactement. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, une classe
avec un X puis un Y public comme ça, ben là, tu peux faire toutes sortes de choses avec ça. Tandis que si ça serait une classe qui implémente l'interface qu'il nous donne, t'as même la possibilité d'avoir, comme t'as une fonction setPolar, fait que il pourrait avoir un autre système, dans le fond, que le système rectangulaire, là, ou est-ce que le système polaire, si je me rappelle bien, c'est pas quand tu définis le rayon et l'angle, dans le fond, puis c'est comme ça que si tu le points sur ton système. C'est ça. Fait que en réalité, tu te retrouves à avoir la possibilité de storer de façon interne dans ta classe, peut-être en système cartésien normal, là, rectangulaire, un X puis un Y, mais tu donnes la possibilité à ton utilisateur, l'utilisateur de la classe, de pouvoir aller setter ou getter l'information dans un système, convertir dans le fond behind the scenes. Puis tu sais, si on est vraiment picky, tu sais, un point c'est un X et un Y. Ouais. Tu sais, un point concrètement, tu sais, si tu dis je mets 10 en X, ça pourrait être une ligne. Ouais. Si je mets 20 en Y, ça pourrait être une ligne aussi, mais quand tu as l'intersection des deux, c'est là que tu as un point. Fait que si tu veux en termes de concept, dire OK, mon point il est où, ben t'as pas le choix de setter le X puis le Y en même temps, c'est ça qui définit le point. Effectivement, tandis que si tu faisais juste faire une classe avec un X puis un Y public, quelqu'un pourrait arriver puis juste pour une raison X, no pun intended, c'était juste le X. Ouais. Tu sais, laisser le Y à undefined ou nul. Ben, ou c'est ça, exactement. Ouais. Tu sais, c'est sûr que dans l'exemple qu'il donne, je crois penser que c'est du Java. Fait que ça nous permettrait pas d'avoir autre chose, mais dans un langage comme le JavaScript, je pourrais avoir X à nul puis ça fait aucun sens, tu sais. Fait qu'en ayant une abstraction set cartésienne où ce que je mets le X, le Y, probablement qu'il y a une validation que c'est bien deux valeurs réelles. Puis là, à ce moment-là, je vais les setter puis je vais tout le temps avoir un point qui est fonctionnel. Ouais, ok. Fait que ça illustre un peu l'intérêt là de pas mettre tout public, mais d'utiliser des abstractions, d'utiliser des interfaces et de garder ou de cacher l'implémentation, si on veut là dans nos classes. Ensuite, là c'est là où on arrive. Ouais, ok. La section où il nous fait la différence entre ce que lui appelle les objets ou les structures de données là. Ben, en fait, je pense que c'est une définition pas mal standard, mais en tout cas, on va le voir ensemble. Là. Fait que lui, il prend l'exemple, d'une shape, une forme géométrique là. Fait que dans le fond, il nous montre trois classes. Square, rectangle, circle, donc carré, rectangle ou cercle. Puis ces trois classes-là, ils ont des variables publiques. Comme le square, il y a une coordonnée point qui représente le top left, c'est ça. Le haut à gauche du carré. Puis là, l'autre variable, sa position. Sa position, c'est ça. En tout cas, du point qui est en haut à gauche. Puis là, l'autre variable, c'est side, la longueur d'un des côtés. Ouais, puis c'est vrai que c'est tout ce que tu as besoin, tu sais. Mais le rectangle, lui, il donne les deux côtés. Le height, le width. Ça, hauteur, longueur. Puis là, le cercle, lui, c'est différent. Il donne le rayon, puis le centre, la position du centre. Fait qu'on a nos trois classes qui représentent des formes géométriques. Toutes ces variables-là sont différentes sur ces différentes classes-là et sont publiques. Là, il y a une autre classe qui appelle géométrie. Et dans cette classe-là, il y a une fonction, une méthode qui s'appelle area pour calculer l'air. Tu lui passes un objet qui est une instance de n'importe quel des shapes qui ont été définis dans les autres classes. Encore pire que ça, dans ce cas-ci, il pourrait passer l'objet de son choix. Un string, c'est effectivement. Oui, parce que c'est vraiment de type objet là dans le fond. Fait que parce que il y a aucun polymorphisme qui est utilisé. Là. Fait qu'il y a pas un base class shape si on veut là. C'est ça. Puis là, dans cette fonction-là, ben, il se retrouve à avoir un genre de switch ou des if-else statements où est-ce que if le paramètre shape est de type square, ben là,
calcule l'aire de cette façon-là. S'il est de type rectangle, calcule l'aire de cette façon-là. S'il est de type cercle, calcule l'aire de cette façon-là. S'il est de type je le sais pas, throw in error. Puis ça, c'est un exemple type qui nous donne de ce qu'il considère être là des structures de données. Fait que ça, c'est correct à ce moment-là d'avoir les variables publiques, mais il n'y a aucune méthode sur chacune des classes de shape, là, c'est ça. Puis moi, ce qui m'accroche le plus sur un exemple comme ça, c'est quand tu es dans un plus petit projet, ça pourrait faire du sens, mais ce qui arrive, c'est que il faut que tu aies une connaissance que la classe géométrie existe, premièrement, puis que tu aies le réflexe quand tu as besoin de calculer l'aire, d'aller utiliser cette classe-là. Tu pourrais juste prendre square, puis savoir que toi, c'est side fois side, puis de juste le taper comme ça. Puis là, tu es en train de créer tout plein de petites dépendances à droite, à gauche sur side quand c'est pas ça l'objectif. Oui, le carré il est défini différemment que le rectangle, que le cercle, mais j'ai pas besoin de savoir comment il est implémenté. J'ai juste besoin d'avoir la valeur de l'aire. Fait que c'est là que je pense que qui arrive à l'autre exemple. Ouais, c'est ça, excuse-moi. Ouais, fait que il y a plusieurs choses intéressantes dans ce que tu viens de dire là. Parce que je pense que c'est voulu dans le fond là quand tu utilises ce genre de structure de données là, c'est un peu voulu de donner cette liberté là ou cette flexibilité là de pouvoir aller implémenter des différentes façons peut-être de calculer l'aire ou à plusieurs endroits ou peu importe, mais c'est sûr que, comme tu le dis, dans un projet, ça l'amène des complexités pour ce qui est de l'organisation et de trouver... ouais, tu peux te ramasser avec... tu sais, moi, j'implémente ma propre façon de faire, de calculer l'aire à cet endroit-là dans le code, puis là, il y a quelqu'un qui fait la même chose aussi. Manière, fait que, là, fait que ça nous amène à l'autre façon de représenter ce genre de fonctionnalité-là et de données-là, qui est d'utiliser des objets là en pur au style. Fait que là, ce qu'il fait, c'est qu'il utilise du polymorphisme. Il se fait dans le fond une base class ou une abstract class. Là, il nous le montre pas, mais clairement, il implémente la classe shape. Est-ce qu'il a l'interface? Non, il y a pas d'interface là. Non, mais on sous-entend là, que l'interface a la méthode area. Ouais, c'est ça. Fait que on doit l'implémenter. Exactement. Fait que là, à ce moment-là, t'as square, t'as rectangle, t'as circle qui implémente l'interface ou un abstract class shape. Et là, leurs variables sont privées, là, comme pour le square qui avait le point top left puis le side, la longueur du side. On le voit plus, ça. Ça, c'est caché. Tout ce qu'il y a de public, c'est la méthode area pour calculer l'aire. Puis c'est le même principe là, sur le rectangle, sur le cercle. Puis la classe géométrie a plus besoin d'être là. Elle existe plus. Fait que ça, c'est deux façons qui sont tout à fait légitimes là, de structurer notre code. La question intéressante, c'est laquelle des deux est meilleure ou... parce qu'on se doute bien que c'est jamais tout le temps qu'il y en a une qui est tout le temps meilleure, là. Laquelle utiliser quand, dans le fond? Puis, dans ce cas-là, on dirait que c'est facile de choisir. Mais il y a peut-être d'autres cas où c'est moins facile de choisir. Ce qui est difficile, je pense, c'est que pour choisir la meilleure option, il faut essayer de prédire un petit peu le futur. Parce que ce qu'il dit là, dans le fond, c'est que la façon de structurer notre code en utilisant des data structures, donc des classes qui ont aucune méthode et qui exposent leurs variables, ça, l'avantage de ça, c'est que c'est plus facile d'ajouter de la fonctionnalité sans avoir à changer les data structures. Fait que si on revient à notre exemple où est-ce qu'on avait notre square, notre rectangle, notre cercle, puis une classe à part géométrie qui, elle, implémentait une fonction area, puis on passait en paramètre notre shape. Si on voulait ajouter, admettons, une façon de calculer, je sais pas moi, le périmètre de nos shapes maintenant, bien, on n'a absolument aucun besoin de changer quoi que ce soit à notre classe square, à notre classe rectangle, à notre classe circle. On fait juste rajouter une fonction périmètre à notre classe géométrie, par exemple.
Puis là, à l'intérieur, on prévoit les différentes façons de... Fait qu'on n'a pas eu à toucher du tout, à modifier du tout ces autres classes-là. Fait que c'est pour ça que lui, il dit ça, cette façon de faire-là, quand tu veux rajouter de la fonctionnalité dans le futur, c'est ce qui te donne le plus de flexibilité. Est-ce qu'on pourrait ajouter une fonctionnalité, est-ce qu'on pourrait utiliser carrément le mot étendre ou faire une extension sur... c'est-à-dire que c'est parce que la fonctionnalité est pas attachée. Conceptuellement, elle est liée à ces autres classes-là. Mais techniquement, tu pourrais faire une autre classe que tu appellerais d'une autre façon, tant qu'elle aurait les variables privées qui sont pareilles à mettons, notre square. Ouais. On pourrait l'utiliser avec notre classe géométrie. Fait que je sais pas si... en tout cas, conceptuellement, oui, là. C'est comme on rajoute de la fonctionnalité. Parce que je pense, moi je viens du C#. Ouais. En C#, t'as les extensions. Ouais. En JavaScript, je pense que t'as les prototypes que tu peux ajouter. Ben là, c'est un peu spécial en JavaScript parce que là, tout est une classe, tout est un objet. Ouais, c'est ça, ouais. Mais tu sais, au final, une extension, tu sais, c'est comme une méthode qui est dans un utile, tu sais, c'est statique, tu peux y passer nul comme tu peux y passer l'objet, puis lui, il sait quoi faire avec, il te redonne un résultat. Ouais, je sais pas. C'est une bonne question. Tu sais, dans l'exemple de code que lui donne, c'est en Java. Si ça avait été implémenté, c'est comme là, il y a une classe géométrie avec une fonction R qui... en JavaScript, tu pourrais juste avoir une fonction tout court. Tu n'aurais pas besoin nécessairement d'une classe géométrie. Tu pourrais organiser ton code de cette façon-là, mais tu pourrais tout simplement avoir un fichier avec des helper functions. Puis ça pourrait être une de ces fonctions-là. Fait que comme tu pourrais choisir... tu as plusieurs options, mais bref. L'idée, lui, c'est qu'il dit ça devrait... Quand ça vit pas sur les classes qui contiennent ton data, tes données, à ce moment-là, c'est plus flexible. C'est plus flexible pour rajouter de la fonctionnalité. Puis là, l'inverse, c'est vrai. C'est plus difficile, si tu structures ton code de cette façon-là, d'ajouter des types, comme là, si on revient à notre exemple, on a square, rectangle, cercle. Si on voulait rajouter triangle, là, ça serait un petit peu plus compliqué. Parce que là, c'est pas implémenté, ça va planter. Et il faut s'assurer d'aller trouver tous les endroits qui exactement pourraient dépendre d'un shape. C'est ça. Faut trouver tous les endroits dans le code qui avait une fonction qui calculait l'air, qui calculait le périmètre, qui calculait ça peut vivre dans différentes classes un peu partout. Puis là, on rajoute le triangle avec l'idée qu'on veut pouvoir avoir les mêmes fonctionnalités. Ben là, faut se promener à travers toutes ces différentes classes-là, ces différents modules-là, puis tout updater ça pour, en passant, ça se peut, je te passe un triangle à cette heure. Ouais, fait que, voici comment dealer avec, pour faire ci, pour faire ça, etc. Fait qu'on comprend un peu l'idée. Puis là, on peut faire le même raisonnement à l'inverse, lorsqu'on utilise plus un objet. L'objet, ça va être plus facile de rajouter des types, c'est ça. Quelque chose qui hérite de la classe principale. Exactement. La classe parent. Mais tu viens de me faire réaliser quelque chose, puis il y a une question qui me vient en tête. Si ou en fait pas si, mais est-ce que ça t'est déjà arrivé dans un programme d'avoir à implémenter un type, mais que t'as pas de besoin d'implémenter tous les fonctions. Puis ton logiciel va fonctionner parce que tu l'appelles jamais cette fonction-là. Je viens de le faire, là. Il y a comme 20 minutes. Exactement comme ça. Quand on a ce genre de questions-là, de constat-là, quand on est en train de coder puis on se rend compte que, cette fonction-là, j'ai pas besoin de l'implémenter. Est-ce que c'est un indice que peut-être on a la question à se poser si on est entre un data structure ou c'est une très bonne question. Si on prend mon exemple concret, moi, c'était j'allais rajouter j'avais besoin d'ajouter à notre BD sur un de nos projets un genre de petit dictionnaire. La possibilité pour qu'on puisse avoir, dans le fond, c'est un key value pair, aussi simple que ça, une expression,
puis tu lui dis quelle définition qui va avec ça. C'est pourquoi l'utilisateur, quand il est dans l'application, il y a certains mots techniques là qui sont compliqués, fait que le client voulait que ce soit possible qu'on puisse faire un petit tooltip qui apparaît quand il hover par-dessus certains mots. Tu sais, fait que j'ai pas vraiment besoin d'implémenter une interface pour créer les définitions. Ils vont aller les plugger directement manuellement dans la BD. J'ai pas besoin de créer une méthode pour aller chercher par ID une définition comme telle. La seule chose que j'ai besoin, c'est get all. Donne-moi toutes mes définitions. En ce moment, en tout cas, c'est ce que j'ai besoin. Mais bon, on utilise le pattern repository qui lui demande à ce qu'on implémente un get all, un create, etc. C'est ça. C'est ça. Là, je crée un nouveau repo. Le seul que j'implémente réellement, c'est get all. Les autres, j'ai la fonction croche avec un throw not implemented. Ouais. Mais dans ce cas-ci, on est dans un pis c'est drôle que tu me dises ça parce que la dernière fois que j'ai eu ce cas-là, c'était aussi sur un repo d'une BD. Ouais, ça doit être assez commun, j'imagine, là, ouais. Mais fait que dans le fond, dans ce cas-ci, ça devient plus facile ou difficile d'ajouter un type? Ben, en fait, ouais, ben, ça, c'est une super bonne question. Parce que là, ce qui est arrivé, mettons, c'était pas trop compliqué, mais on peut s'imaginer. Ben, ça a été de la job supplémentaire pour rien. J'avais pas besoin même si j'ai pas eu à faire grand chose, là, à part de, mais, ouais, ça a été plus de trouble de faire ça à cause du polymorphisme. J'ai été obligé d'implémenter des fonctions. Mais ok, mettons qu'on s'arrêtait. Ça aurait été quoi l'implémentation inverse, là? Ben, mettons que t'aurais eu l'implémentation inverse, c'est que t'aurais eu je sais pas moi, je vais dire un repo helper qui bâtit des requêtes SQL pour chaque type. Puis bon, je dis pas que c'est une bonne pratique, mais j'essaie de l'inverser. Ouais, je comprends. Puis là, tu y passerais l'objet que tu as à sauvegarder, il générerait une requête de select, de get, etc. qui pense correct. Ouais. Puis là, après ça, tu l'exécutes ailleurs. Ouais. Fait que là, à ce moment-là, t'aurais pu implémenter. Ben là, c'est sûr, là, je te parle un peu de génération automatique. C'est pas tout à fait pareil parce que dans l'exemple, il faut qu'il fasse un if-else avec toutes les implémentations. Tu sais. Ouais. Parce que lui, ce qu'il dit, en fait, puis jusqu'à date, puis les exemples qu'on a exposés, c'est que c'est plus facile de rajouter des types quand tu utilises des objets. Ouais. Fait que malgré le fait que j'avais une couple de fonctions à implémenter, donc t'es resté plus simple quand même. Ça aurait été plus simple ou plus compliqué dans le genre de situation où tu décris. Puis en réalité, la problématique, c'est pas autant objet versus structure de données là, qui est le problème. Ce qu'il faut se demander, c'est est-ce que peut-être que d'avoir une classe ou une interface repo qui inclut 8, 9, 10 fonctions implémentées, est-ce que ça serait pas un signe que tu devrais peut-être avoir des plus petites interfaces, tu sais? Ouais, c'est clair, mais tu sais, juste comme ça, tu viens de me faire réaliser que peut-être qu'on pourrait avoir un iSaveable repo, iDeletable repo, etc. Puis à la limite, un iRepo qui implémente toutes les autres I. C'est ça. Puis là, quand t'as besoin de faire un repo qui est comme un subset, comme dans ce cas-ci, t'as besoin de faire un repo qui était un petit peu plus petit, t'aurais pu juste implémenter les deux subsets I savable, I loadable, je sais pas. Non, on comprend l'idée, mais c'est ça. Puis c'est drôle, hein, parce qu'on a souvent, en tout cas moi personnellement, je peux pas parler pour tout le monde, mais j'ai souvent cette genre de réticence-là à découper les interfaces un peu plus. Puis il y a aussi le fait que ça se fait un petit peu organiquement, là, qu'ils grossissent, ils commencent un peu petites, puis après ça, t'es comme, ben c'est logique, là, c'est ce genre de choses-là. Fait qu'on va rajouter cette méthode-là sur cette interface-là, puis après quelques semaines, mois, années, tu te ramasses avec des interfaces de dizaines. Qu'est-ce qu'elle veut dire, l'interface? Pourquoi il y a 50 méthodes sur mon interface? Chaque fois, faut que j'implémente vraiment toutes ces méthodes-là. Voilà. Puis là, des fois, on est... Les exemples qui me viennent en tête, là, c'est... Ben là, je parle vraiment du C#, mais... tu sais, mettons...
I énumérable, tu veux t'implémenter ton propre ou I équatable ou I. Tu sais, tu te ramasses tout le temps, tu dis c'est quoi cette interface-là, je vais l'essayer. Là, tu crées une petite classe juste pour le fun, implémente I le truc que tu t'avais jamais vu avant. Puis là, quand tu fais implémente members, il t'ajoute 400 lignes. T'es comme OK, c'était pas l'interface qu'il me fallait. C'est ça. Mais c'est vrai, ça nous fait penser à ça, là, que dans le fond, ça serait peut-être une indication de le problème. C'est pas avec l'objet comme tel. Le problème, c'est que nos interfaces sont trop grosses. Ils pourraient être plus petites. Ça, c'est quelque chose que je trouve, je regardais, j'ai pas codé beaucoup en Java, mais j'ai l'impression qu'ils font ça un petit peu plus, je parle au niveau du langage comme tel, là, le Java est un petit peu plus verbose, pas énormément, mais quand même, là, tu sais. Mais c'est parce que c'est sûr que c'est le trade-off, hein. On parlait, parce que là, je suis en train de faire un repo, puis dans la plupart des cas, tu vas peut-être vouloir avoir un create, un get all, un get par ID, tu sais. Là, t'as pogné l'exemple. Là, j'ai pogné l'exemple, parce que j'avais pas besoin de tout ça, tu sais. Fait que là, dans peut-être les 3/4 des cas où j'ai besoin de à peu près tout, là, je serai obligé de faire implémente telle interface, puis on a comme cette réticence-là, sauf que en réalité, ça serait peut-être mieux de le faire de même. Ouais. Ça serait peut-être mieux de le faire comme ça. Je te disais tantôt, Peralé, t'as un e-repo qui implémente les 4 autres. C'est ça, effectivement. Fait que la plupart du temps, tu utilises juste ça, mais dans ton cas, t'aurais juste implémenté les 2 subsets. Ouais. Par contre, là, t'arrives en tout cas, là, peut-être je m'en vais trop creux dans ce sujet-là, mais tu sais, là, t'arrives dans le dependency injection où tu vas implémenter un T avec son implémentation, puis là, tu te ramasses à mettre des subsets, là. Là, t'es quand même en train de briser un autre système qui, en tout cas. C'est ça. Tout est une question de compromis, hein. Fait que, dans le fond, si on revient un petit peu plus là à notre différence entre les structures de données et les objets, ce qui va déterminer laquelle des deux architectures on utilise, c'est est-ce qu'on pense que dans le futur, on va avoir à rajouter des nouvelles fonctionnalités ou est-ce qu'on pense qu'il est plus probable qu'on va avoir à rajouter des nouveaux types, des nouvelles données, si on veut. Puis honnêtement, c'est pas facile. Moi, j'essayais de penser là à des projets concrets qui sont pas des genres de petites librairies ou whatever, mais tu sais, des applications là. Puis je pense que c'est plus, en général, j'ai comme l'impression que c'est bien plus fréquent qu'on rajoute des fonctionnalités qu'on rajoute des types. Parce que tu sais, en même temps, on fait des applications de gestion. Ouais. Tu sais, fait que ça le dit quasiment par définition, tu sais, une application de gestion, ça va gérer de plus en plus de choses versus si on faisait des applications justement par rapport à des mathématiques, des calculs, du traitement, peu importe, là, peut-être qu'on tombe plus en mode data structure, mais encore là, je lance ça dans l'univers, j'ai aucune idée. Non, parce que l'affaire, c'est qu'il faut que ça ait des choses en commun. Tu sais, rajouter des données, oui, ça arrive là comme un projet évolue, puis tu rajoutes des modèles, mais l'affaire, c'est qu'ils ont rien en commun souvent avec les autres structures de données que tu as. Fait que là, dans le cas qu'il a donné, c'était toutes des shapes. Puis là, l'idée, c'est est-ce que je pense rajouter des shapes, des choses de type shape plus tard? Mais c'est plutôt rare, je trouve, là, dans les applications sur lesquelles j'ai travaillé. Je pense qu'on se pose plus de questions habituellement par rapport au design pattern que par rapport au data structure en soi. Ouais. Mais je pense que en partant, tu sais, il y a à un moment donné, je parlais de ça avec quelqu'un, le patron de conception qui s'appelle Strategy ou stratégie. Ouais. Dans le fond, de base, juste le polymorphisme en soi est une sorte de stratégie, tu sais, parce que dans le fond, tu dis, regarde, il va y avoir une méthode qui va s'appeler X, mais après ça, quand tu l'implémentes, ben c'est la stratégie d'implémentation de cette méthode-là, tu sais. C'est sûr que tu peux le coder autrement, là. Tu pourrais te créer, mettons, une liste puis dire qu'il y a une méthode sort qui prend en paramètre un strategy puis là, t'aurais le bubble sort strategy, etc.
Là, ça, ça, je pense que ça existe, ce patron-là. Je pense que c'est le template method qui appelle. Ouais, je suis pas sûr, là, mais... Mais c'est ça, tu sais, je pense que en général, j'ai l'impression que les data structures, c'est vraiment quand on veut représenter quelque chose, puis l'emmener à travers notre application comme une date, comme un point, comme je sais pas, j'ai-tu d'autres exemples, la définition d'un fichier, je sais pas, la lettre de son driver, tu sais, tu sais, mais aussitôt que on parle plus de données, mais que là on parle de concept, de business logic, d'état, tu sais, je passe de cet état-là à celle-là. Là, j'ai comme l'impression on tombe rapidement dans... j'ai l'impression qu'il y a moins de cas où le data structure pur et dur s'applique. OK, ouais. Je pense. J'ai tendance à avoir... Ouais, je pense que je suis d'accord avec toi. Ouais, honnêtement. Mais j'y réfléchissais puis je trouvais. Faudrait qu'on se fasse comme dans les autres chapitres d'Uncle Bob là, on se fait des stats à chaque fois qu'on utilise un ou l'autre. Puis là, on se fait un graphique en percentile. Ouais. Ben, ouais, c'est ça. Ouais, c'est une bonne idée. Mais là, on représente ça comment? En structure de données ou en... Moi, je pense qu'on appelle Uncle Bob. Ouais, il y a une erreur dans son livre. Page 97. Ouais. Ben, il a donné, sérieux, il a donné un bon exemple, là, de situation où ça fait du sens. Oui. Puis, bon, t'as les DTO, là, on va en parler tantôt. Ouais. Ça, c'est l'exemple qui vient le plus, tu sais, ça le dit quasiment par définition, là. Ouais. Mais oui, un DTO, tu sais, souvent, c'est pour transférer de l'information. Tu le remplis, tu le touches pas, tu le ships tel quel, l'autre, il ferait pas de traitement, tu le reçois, puis après ça, le traitement commence. Il fait bien ce qu'il veut avec. Mais les méthodes sont pas implémentées dans le DTO. Non, c'est pas supposé, c'est ça, exactement. Il parle de la loi de Déméter, the law of Demeter. Ça, c'est Déméter. Ouais. Ça, là, ça. C'est Didier. La loi de Didier. C'est bon. Mais c'est super intéressant, puis c'est un genre de principe qui peut nous guider, là, pour éviter de briser, si on veut, le concept là de séparer les structures de données puis les objets, de les utiliser comme faut, d'avoir l'encapsulation, de cacher notre implémentation. En gros, ça se résume à utilise juste un point. Ouais. Parce que admettons que t'es dans une classe, t'as une méthode dans ta classe, puis là tu utilises tu passes un objet en paramètre, peut-être, là, ou peut-être dans ton constructeur, fait que là, tu l'as dans une de tes variables privées. Fait que là, tu fais this, point, cette bidule-là, point, une méthode sur cette bidule-là qui te retourne quelque chose d'autre, point, c'est ça. Puis là, tu te ramasses avec ce qu'on appelle un train wreck, là. Fait que l'idée, c'est, tu devrais pas utiliser des méthodes plus creuse que juste un niveau. En d'autres mots, là. Ben, je pense que c'est comme une règle, si je peux l'appeler comme ça, une règle d'or. Tu sais, c'est comme, si t'as pas le goût de te poser trop de questions, si t'as plus qu'un point, ça devrait juste lever un flag. Ouais. Après ça, tu sais pas comment le régler, ça c'est une autre question. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai, honnêtement, moi personnellement, ça a souvent été à partir de là que j'ai eu un refactor, puis ça te pousse à penser un petit peu à ton architecture, puis le data flow, puis les dépendances, puis comment est-ce que tout ça fonctionne dans ton application, dans ton code. C'est une bonne petite règle, là, rule of thumb qu'on dit en anglais, là, genre de... Règle du pouce. Règle du pouce, ouais, c'est ça. Moi, je t'avoue que quand j'ai lu ce bout-là, je trouvais ça cool, mais j'ai moins compris le concept que il dit une méthode F d'une classe C devrait
En tout cas, moi, ça m'a mélangé de la façon qu'il l'expliquait. Ouais. J'étais pas trop sûr de où c'est qu'il s'en allait. La définition officielle, là, ouais. Garde si tu y vas avec pas plus qu'un point, t'es correct. C'est quand tu vas dans les détails, ben, on peut essayer de le décortiquer vite. Ce qu'il dit, c'est que si tu as une méthode F sur une classe C, OK, elle devrait juste appeler les méthodes des suivants. Donc C, donc en d'autres mots, c'est correct, tu appelles une autre des méthodes sur la même classe. Sur le cool. même C. Tu peux appeler une méthode d'un objet qui est créé par la méthode dans laquelle tu es en ce moment. Alors, tu es dans la méthode F. Alors, si tu crées un objet dans F, c'est correct d'utiliser une des méthodes de cet objet-là. Tu peux aussi appeler une des méthodes sur un objet qui est passé en paramètre dans F. Donc, dans la fonction F, il y a un objet qui est passé en paramètre à F, c'est correct, tu peux appeler une méthode sur cet objet-là. Et finalement, tu peux appeler une méthode sur un objet qui est tenu dans une variable de C. La classe, fait que tu es dans la méthode F sur la classe C, tu as une variable dans la classe C qui contient un objet, tu peux appeler une méthode sur cette Fait que si tu regardes bien, tout ce qu'on a défini, il y a toujours juste un point. Ouais, non, c'est que je comprends. Ce qu'il y a avant le point est des endroits différents, là, mais il y a toujours juste un point. Là, tu peux contourner ça, là. Comment? Tu sais, ben, tu colles un point, tu mets dans une variable, puis après ça, de l'autre variable, tu colles un point, ça te donne un nouveau résultat, puis il est plus chaîné, il est plus chaîné, mais t'as brisé quand même l'esprit de la loi, là. Mais en fait, il y a une situation où c'est correct de voir ça, point quelque chose, point quelque chose, point quelque chose. C'est quand c'est une structure de données et non pas un objet. Là, c'est correct parce que tu peux avoir une structure de données qui est imbriquée là avec des objets à l'intérieur d'objets. Puis tant que c'est pas des méthodes, mais que c'est vraiment juste du data pur, là c'est correct. C'est correct. Et là où ça vient un petit peu, je dirais mélangeant là, c'est quand tu utilises beaucoup les getters puis les setters. Ce qui est correct là, mais tu peux visuellement, c'est facile de voir quand tu brises la loi de Déméter parce que si tu as comme une variable, point, une méthode, donc avec les parenthèses là, dans la plupart des langages, point, là, c'est ça. Fait que si par contre c'est un objet qui est de style structure de données, ça sera pas des méthodes, ça va être des variables publiques. Fait que ça, à ce moment-là, tu as point quelque chose, pas de parenthèse, point quelque chose, pas de parenthèse, ça c'est correct. Là, le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait avec les getters, les setters, qui sont techniquement des fonctions, là, des méthodes. Que là, on a. Mais là, tu le vois pas, parce qu'il y a pas les parenthèses. Fait que c'est là où ça vient brouiller les cartes un peu. Ça veut pas dire que c'est pas correct, mais c'est ça, c'est que là, ça dépend si ton getter retourne une structure de données ou si ton getter retourne une autre classe qui... Mais la problématique avec ça, puis c'est ça qu'il disait, il dit, si tu as un getter puis un setter, puis tout ce que ça fait, c'est refléter directement la variable qui est privée, ben tu viens juste de faire une variable publique, là. C'est ça. Fait que tu devrais pas en avoir de ça. Il y en a que c'est comme un automatisme, là. J'avoue, on dirait que c'est quasiment une tendance, ça. C'est comme, je crée ma classe, puis là, bon, ben, avant de commencer, je vais faire tous mes setters, mes getters. OK, mais mets tes trucs publics, tant qu'à ça. Exactement. Parce que l'idée, c'est de cacher l'implémentation, comme il dit au début du chapitre. Fait que là, si tu fais juste faire des privés pour le fun de faire des privés, puis tu les exposes tous, tu sais, ben ça pas t'as juste perdu ton temps. Ouais, c'est exactement. T'as juste brouillé les cartes pour rien, là, mais... OK, puis là, il rentre dans le concept, dans le fond, de l'hybride. Alors, cet objet-là où tu aurais des variables qui sont publiques, que n'importe qui, n'importe où peut venir directement changer ou avoir accès directement à ces variables-là, mais qu'en plus, sur cet objet-là, tu as toutes sortes de méthodes qui agissent et modifient
ces variables-là. Moi, tu te retrouves dans un hybride. C'est pas une structure de données parce que t'as de la fonctionnalité directe sur l'objet, mais c'est pas non plus un réel objet dans le sens où tu utilises une bonne encapsulation parce que tu exposes à peu près toutes tes variables. En quoi est-ce que c'est un problème, ça, d'après toi? Ben, moi, je pense que en partant, c'est comme dans un peu n'importe quoi, c'est dur d'être à cheval entre deux concepts pis de dire, je suis juste parfait en équilibre, là, pis j'ai aucun problème ni dans l'un ni dans l'autre. Mais il y en a un qui me vient en tête qui je trouve qui fait du sens, c'est le date time en C#. Parce que, pense-y, si, mettons, c'était seulement une structure de données. Que il y avait, par exemple, l'année, le mois, le jour, peu importe, les secondes, les millisecondes. Puis là, tu veux avancer dans le temps avec ça, là. Puis là, il faut quasiment que tu saches par cœur, sont quand les jours fériés, les années bissextiles, je dis fériés, ça n'a aucun rapport, mais les années bissextiles, que les janvier c'est tout le temps 31, que les févriers c'est tout le temps 28, sauf des fois 29, qu'il y a un changement de time zone, je sais pas moi, le 4 juillet, tu sais, je dis n'importe quoi, là tu te ramasses dans, il y a pas mal de fonctionnalités dans DateTime. En partant, tu fais .add puis il t'abstrait tous les concepts de time-lapse, pas time-lapse, comment t'appelles ça? En tout cas, whatever. Time span, non? Time span, non, excuse, time zone, je cherchais, excuse. Okay. Tous les concepts de time zone, ils cachent ça. Tous les concepts d'année bisexuelle, etc. Fait que là, quand tu utilises l'objet de DateTime, ajoute-moi une heure, ajoute-moi un jour, enlève une milliseconde ou peu importe. Puis c'est complètement transparent pour toi. Ouais. Mais ça c'est correct. Mais là on est dans le mode hybride parce que le DateTime c'est quand même une structure de données. Là on parle de l'année, le jour. Ben ce que lui dirait, je suis pas super familier avec le DateTime dans C#, mais dans le fond lui ce qu'il dit c'est que si parce que là jusqu'à là que toi tu m'as décrit. Il y a beaucoup d'abstraction là. Oui. Bon, mais par contre, si tu es capable d'aller setter directement le jour à tel chiffre là, mettons, c'est là où ça devient un problème. Si par contre tu dis ajoute-moi un jour, ça c'est correct, c'est une belle abstraction. Tu caches l'implémentation, on s'en fout comment est-ce qu'il fait ça. Puis si t'as le moyen d'aller chercher le jour aussi, c'est correct ça. Tu sais, dis-moi c'est quel jour là que t'as. Mais si tu peux aller directement changer les jours. Ben, tu vas dans des thèmes, ils ont caché ça. Tu peux. Fait que c'est correct. Moi, j'appellerais ça un objet, là. Pour être capable de setter ces propriétés-là, la seule façon, c'est via le constructeur. Puis, après ça, à chaque fois que tu fais un add minute ou seconde, peu importe, il te retourne une copie du même objet, mais avec cette valeur-là modifiée, tu sais. Fait que, moi, je considère donc, la loi du métère est respectée parce que là, la méthode F a retourné un objet qui a été créé par F. C'est ça. Fait que, moi, je pense pas que c'est un hybride, là. De la façon que tu me décris ça serait un objet, là. Un hybride, ça serait, moi, je vais te donner un très bon exemple d'un hybride, c'est, tu reçois un DTO dans le front-end de ton application, mettons, là, puis là, tu gardes tout ça avec toutes tes propriétés sont toutes publiques. Puis là, tu rajoutes des fonctionnalités là-dessus, tu te ramasses avec un gros objet qui a je sais pas, moi 6, 7, 8 variables publiques, en plus des méthodes. Bon, c'est sûr que là, si t'es en JavaScript, techniquement, il y a pas de privé. En fait, c'est pas vrai, maintenant il y en a un privé là. Ils viennent de le sortir avec le pound dans le fond, un dièse. Ah oui, ok. Dans le langage. En JavaScript, pas TS là. Pas en TypeScript. En TypeScript, t'as déjà les property access modifier qu'ils appellent, private, public, tout ça. Mais en tout cas, théoriquement fake là. C'est qu'une fois que il check
sur le build, dans le fond, Ouais. on compile. Mais à runtime, tu te retrouves en tout, JavaScript, fait que techniquement, quelqu'un pourrait... Mais ouais, fait que ça arrive, là. Moi, je l'ai vu, puis même moi, j'ai été tenté souvent de faire comme, il me semble que ça serait une belle place, là, de rajouter cette fonctionnalité-là. Toute le data vit à cet endroit-là, tu sais. Ouais, mais c'est choisi, mon homme. Ouais, Tu sais, c'est parce que là, tu penses plus en niveau d'abstraction, tu penses plus en termes à la de... limite, tu verrais ça comme une bonne pratique de coupler relativement intimement si je peux l'appeler comme ça, le management d'un data structure avec son data structure. Comme si t'avais, mettons, ton DTO, puis que là, t'aurais juste j'utilise des noms vraiment pas bons, mais mon DTO manager qui serait juste il encapsulerait le DTO, puis là après ça il y aurait toutes les méthodes pour aller jouer avec le modifier, etc. Absolument. Puis je pense que ça doit être la façon la plus fréquente là, de gérer ce genre de classe inerte là qu'il y a pas de, c'est qu'il y a une autre classe que tu construis, tu y passes la structure de données, ça devient genre de builder factory. Ouais, ça peut dépendre énormément là, mais dépendant du cas. Là. Ouais, c'est ça, dépendant du cas. Puis là, tu te retrouves à gérer ça là, mais ça l'exclurait pas que ça serait possible à quelque part d'autre dans ton application. Dans un certain cas, c'est ça qui parle là ici, hiding structure. Ouais. Ben. Presque. Oui, en quelque sorte, je veux dire, il donne un exemple là. Je pense qu'on revient à un exemple qu'il avait donné plus tôt de Trainwreck là où ce que tu te ramasses à avoir bien des points, à briser la loi de Déméter. Puis dans le fond, ce que lui il dit, tu devrais. Bon, c'est un refactor dans le fond qui montre là. Puis ce qu'il se retrouve à faire là, c'est que il examine une situation où ce que tu te dis, OK, bon, là, je pense que je suis en train de briser la loi de Déméter. Comment est-ce que je rectifie la situation? Et là, tu te ramasses à mettre une fonction sur l'autre objet sur laquelle tu appelais, tu sais, sur ton point de trop, là, si on veut. Ouais. Mais ça file pas, ça fait weird, là, ça marche pas ben. Ils disent, ben ça, c'est parce que probablement que tu étais en train de faire quelque chose à un niveau d'abstraction différent. Ouais. Fait que là, il faut que tu ailles voir un petit peu le contexte du code, puis voir peut-être si ça serait pas approprié de changer de niveau d'abstraction, puis d'avoir une méthode qui fait la job qu'il faut au bon endroit. Ouais. Puis c'est vrai, là, dans le fond, c'est souvent le cas quand tu te ramasses à réfléchir à ton code un petit peu, puis à revoir ça avec le contexte. Là. Tu te dis, ah ouais, dans le fond, j'étais comme dans un silo là, en train d'essayer de faire ça de cette façon-là, mais là, je suis rendu dans les bottes, là, puis dans les vis, plein clou, là. On va ressortir de là. Ça serait quoi, là, au niveau où je suis actuellement, le niveau d'abstraction logique? Quelle sorte de méthode je devrais être en train d'appeler? Ah, je devrais être en train d'appeler un genre de méthode comme ça. Ah bon, ben, OK. Puis ça vivrait à tel endroit. Fait que là, tu vas l'implémenter là-bas. Puis, Au pire, c'est juste de te créer quelque chose qui va te permettre à un autre niveau d'abstraction de gérer ton double point. Oui, essentiellement, mais tu peux pas le faire de façon irréfléchie, puis le mettre n'importe où juste pour dire que t'as pas ton double point. C'est un peu ça qu'il expliquait. Et tu veux en profiter pour repenser un petit peu à la logique de où est-ce que tu mets tes choses. Mais si je reviens là sur l'idée de pourquoi est-ce qu'on devrait pas avoir de hybride comme ça, là, à moitié structure en gros, des objets avec des fonctionnalités, mais qui exposent plein de leurs variables. Lui, ce qu'il dit, c'est parce que tu te coupes de la flexibilité qu'un ou l'autre t'amène. Hein? On a dit au début que si tu utilises des structures de données, c'est plus facile de rajouter de la fonctionnalité. Si tu utilises des objets, c'est plus facile de rajouter des types. Ouais. Mais quand tu fais un hybride, c'est plus difficile de faire les deux. Et l'exemple qui me vient en tête là que j'ai déjà vu, je pense souvent, c'est que tu reçois une interface. Puis là, tu te dis, je vais regarder, est-ce que cette interface-là, c'est puis là, tu donnes le type concret. Mm-hmm. Puis là, si c'est le type concret, là, tu le casses. Puis là, après ça, tu dis, moi, je savais qu'il y avait une méthode cachée dans cet objet concret-là. Là, je peux l'appeler maintenant que je l'ai casté. Mais pourquoi tu as eu besoin de faire ça? En partant, c'est peut-être parce qu'il te manque un niveau d'abstraction pour venir faire le mapping entre les deux. Puis là, tu aurais pu utiliser d'une partie un data structure, puis de l'autre partie,
la classe qui a toutes les fonctionnalités dessus. Ouais, exact, ça fait du sens. Pas pire. Je pense qu'on a fait pas mal le tour. Y avait-tu quelque chose d'autre dans ce chapitre-là qui t'avait particulièrement intéressé, Nicolas? Non, mais tu vois, moi, ça faisait longtemps. Moi, je me rappelle juste d'un cours à l'école qui parlait de structure de données. Puis on dirait que ça faisait longtemps que j'avais pas eu cette discussion-là par rapport à ce que c'est une structure de données versus un objet. Puis c'est le fun de faire un petit refresh, un petit recap, d'avoir des discussions par rapport à ça, parce qu'on dirait que c'est pas le sujet le plus chaud, là, tu sais. Dans un PR, c'est pas, tu sais, tu regardes le pull request de ton collègue, là, tu regardes ce que ça fait, bon, y aurait-tu potentiellement des erreurs, puis on dirait que c'est pas ce concept-là qui est comme des warnings les plus forts, là, tu sais. Ben, je t'avoue, moi, ça fait un petit bout que je suis rendu à plusieurs lectures, là, de Clean Code. Puis la loi de Demeter, je l'avais bien assimilé, ça. Fait que je t'avoue que oui, moi, dans mes reviews de pull requests de mes collègues, quand j'envoie des train wrecks, là, point, là, avec j'ai tendance à le flaguer, tu sais. Ben, c'est un rule of thumb qui est relativement simple. Ouais, fait que, c'est tu sais, ça. juste ça, tu sais, c'est comme dans tout le chapitre, si t'as quelque chose à te rappeler, s'il y a un paquet de points avec des parenthèses, fais pas ça. Ouais, exactement. C'est facile de le spotter. Puis ça, c'est indicateur que t'as un problème d'abstraction, d'encapsulation, là. T'as une lacune à ce niveau-là. Génial. Super intéressant. Très, très bien. Fait que la loi de Demeter, maintenant, dans mes pull requests, je vais écrire ça dans les commentaires. Tu n'as pas suivi ta loi de Demeter. Ouais. Puis aussi, de pas mélanger... c'est les deux choses, je te dirais, qu'on peut vraiment essayer de se rappeler là pour ce chapitre-là. La loi de Demeter, pas plus qu'un point. Puis aussi, on devrait pas avoir de classe avec des fonctionnalités, mais des variables publiques. Ça devrait être un ou l'autre. Si tu as des variables publiques, pas d'affaire à avoir de fonctions sur cette classe-là. Si tu as des fonctions, ça devrait tout être des variables privées. Puis super. Avec ça, c'est déjà là, tu peux améliorer pas mal, je pense, ton architecture puis tes abstractions dans ton code. La semaine prochaine, on examine le chapitre 7, Error Handling. Fait que là, on va en faire du train wreck. Ouais, c'est ça. Comment gérer nos erreurs dans notre code? Puis ça, c'est intéressant. Ce chapitre-là, dans le livre de Uncle Bob, ça a été écrit par Michael Feathers, qui est un autre programmeur de renommée, là. Je pense que c'est lui qui a écrit le livre... Pragmatic. Non, Pragmatic Programmer, c'est deux gars, Dan quelque chose, puis je me rappelle plus leur nom, mais lui, c'est, je pense, refactoring ou quelque chose comme ça, là, un livre sur le refactoring, là. Puis je l'ai lu, ça fait un petit bout, c'était très très intéressant, fait que j'ai hâte de réviser ce chapitre-là avec toi. Super. Fait que à la prochaine et on remercie encore une fois tous nos auditeurs de nous suivre dans notre aventure. Salut Nick. Salut.